Bon, on va essayer de s'y retrouver. J'ai mon petit cahier, j'ai mon portable avec mes notes, j'ai les résultats de mon bilan sanguin aux 6 mois post-bypass. J'espère que ça va bien aller, surtout au niveau de la lumière. Je suis vraiment désolée, on est en plein mois de mai. Je suis en gilet, on a l'impression que voilà, c'est l'automne. J'ai quand même... Allez, j'essaye de faire venir le soleil. Oh là là, Céline est en couleur. Oui, vous avez vu? Que se passe-t-il? Bon allez, trêve de plaisanterie, on va quand même commencer cette vidéo sur les fameux bilans des 6 mois post-bypass et 7 ans de sleeve. Waouh, déjà on est même un petit peu plus puisque la sleeve j'ai été opérée en mars 2016, donc on est un petit peu plus de 7 ans, et le bypass c'était au mois de septembre, donc on est un petit peu plus de 6 mois, mais bon, vous savez que les bilans en général c'est toujours à peu près sur le mois de mai. Voilà. Donc déjà, première chose, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vais me répéter un petit peu, je suis désolée mais j'ai pas d'autre choix de me présenter si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Je me répète, mais bon, c'est quand même assez important pour moi de le dire. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je me présente. Je m'appelle Céline, j'ai été opérée d'une sleeve gastrectomie en mars 2016. Je faisais un poids de départ de 92 kg pour 1,57 m avec un IMC qui était équivalent à un peu plus de 36. Suite à cette intervention de sleeve, à 1 an et demi, 2 ans, j'ai atteint mon poids le plus bas qui était un poids de 55 kg à peu près, avec une perte du coup de 37 kg en moyenne sur 2 ans. Et j'avais un teint pour que vous puissiez vous comparer à un IMC à peu près de 22. Au bout des 3 ans de sleeve, il y a eu ce fameux rebond pondéral, hein, on y passe tous. Des 55 kg auxquels j'étais arrivée, je suis remontée à 58-59 kg, poids qui s'est stabilisé à peu près à ce stade-là, juste avant de tomber enceinte, une grossesse surprise en 2019, à 3 ans post-sleeve. Je vous invite donc à regarder toutes mes anciennes vidéos. J'ai fait des playlists sur ma chaîne, notamment sur tous les bilans post-sleeve à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tous les ans, je reviens avec vous pour vous faire le point. Donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist, je vous la mets là pour tous ceux qui seraient intéressés sur les anciens bilans que j'ai pu faire suite à la sleeve gastrectomie. Je précise également que toutes mes vidéos sont chapitrées, donc pour tous ceux qui me connaissent déjà ou que je me répète un petit peu, n'hésitez pas à les regarder dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer exactement sur le chapitre qui pourrait vous intéresser et le sujet que j'aborde. Donc, comme je vous disais à l'introduction, je reviens aujourd'hui avec vous pour le bilan des 6 mois post-bypass et des 7 ans de sleeve. Oui, j'ai dû subir un bypass en septembre 2022 suite à une complication de la sleeve, une torsion de l'estomac, plus communément appelée twist. Ce rétrécissement dû à la sleeve aurait créé finalement sur le long terme cette torsion de l'estomac avec, comme je l'explique dans mes précédents bilans, les agrafes de l'estomac qui se seraient adhérées aux parois de mon foie, qui donc auraient collé et qui auraient créé cette torsion de mon estomac qui m'a amené à différents blocages, à des douleurs, etc. et qui a fait que je n'ai pas eu d'autre choix d'en repasser par un bypass en 2022. Donc non, ce n'est pas suite à une reprise de poids après la grossesse que j'ai pu avoir en 2019. Je tiens à le préciser, mais c'est suite à cette complication de twist que j'ai dû en repasser par le bypass, donc une complication médicale. Donc aujourd'hui, j'enchaîne directement sur ce fameux bilan des 7 ans de sleeve et surtout, comme je vous le disais, des 6 mois post-bypass. Déjà, premier ressenti comme ça, à l'instant T, première chose que je peux vous dire, je vais bien. Je suis en forme. Je crois même que je ne me suis jamais sentie aussi bien depuis 2016. Donc depuis que j'étais finalement opérée de la sleeve gastrectomie. Et c'est là où je me rends compte que la complication de la torsion de l'estomac, finalement, ça pouvait vraiment compliquer mon quotidien. Et je me suis fait un petit peu avoir en pensant que c'était, on va dire, des sensations normales de suite de sleeve gastrectomie, alors que finalement ça ne l'était pas. Et je me rends compte maintenant que j'ai été opérée du bypass et que tout a été remis dans l'ordre. Clairement, je revis, je suis en forme, alors plus en forme que mon bilan des 3 mois post-op. Clairement, beaucoup plus en forme, je suis moins fatiguée, j'ai moins de carences et je vais y revenir précisément avec vous dans cette vidéo. Donc pour revenir dans la chronologie, pour vous faire un petit point par rapport au chirurgien que j'ai vu, donc là c'était vraiment à 6 mois, j'ai dû le revoir sur la fin du mois de mars. Je ne suis pas restée très longtemps avec lui en rendez-vous parce que finalement il n'y avait pas grand chose à dire puisque tout allait bien. Lui il était vraiment plutôt content de l'évolution, notamment aussi il voulait savoir comment je me sentais par rapport à la perte de poids que j'avais eue. Alors la perte de poids je vais y revenir
revenir plus précisément dans la suite de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais donc là en globalité il me demandait combien j'avais perdu et à l'époque j'étais à 57 kilos. Donc j'étais extrêmement contente, ce qui faisait une perte de 11 kilos, un peu plus de 11 kilos, 11-12 kilos par rapport à l'intervention. Il m'a dit très clairement que lui le poids il s'en fichait. Il me dit même si vous faisiez 70 kilos mais que vous étiez bien et que vous étiez contente, moi je suis ravie. Là vous faites 57 kilos, si vous êtes bien dans vos baskets, moi je suis content et je pense qu'effectivement arrivé à 6 mois vous allez plus ou moins commencer à vous stabiliser. C'est vraiment super, donc tant mieux. Il m'a également demandé comment j'allais au niveau des inconvénients que pouvait amener le bypass, notamment par exemple savoir où j'en étais au niveau de mes reflux, puisque comme je le dis déjà dans le bilan précédent, j'avais toujours des reflux qui étaient présents malgré l'intervention du bypass. Il m'avait d'ailleurs prescrit un traitement d'inexium, de protecteur gastrique, toujours un comprimé par jour, et donc là il voulait faire le point avec moi à 6 mois post-op. Et malheureusement à 6 mois post-op, je peux vous dire que je suis toujours sujette au reflux, donc non. Le bypass n'a pas, en ce qui concerne, amélioré les reflux. Je dirais qu'ils sont toujours présents, peut-être moins fréquents, mais quand j'en ai, plus douloureux qu'avec la sleeve, ce qui peut s'expliquer parce que le chirurgien m'expliquait qu'avec le mécanisme, avec le montage du bypass, c'est carrément les sucs qui sont dans les intestins qui remontent et pas seulement la bile dans l'estomac. Et les sucs dans les intestins sont beaucoup plus agressifs que juste la bile qui est dans l'estomac. Forcément, ça fait plus mal et il me dit malheureusement, je pense que vous faites partie de ces 10% d'opérés. C'est pas de bol, mais bizarrement ça ne m'étonne pas. C'est comme le coup de la torsion de l'estomac qui reste quand même une complication assez rare. Bon voilà, c'est tombé sur Bibi. Je fais partie aussi de ces rares personnes opérées, ces fameux 10% qui malgré l'intervention du bypass, ça n'aura pas résolu les problèmes de reflux. Donc lui m'a conseillé de continuer forcément de prendre mon protecteur gastrique et sous forme également de cure. Ça pouvait être aussi saisonnier, qu'il y a des saisons, on est plus propice au reflux que d'autres. Par exemple, à l'époque du printemps, c'est là où on recommence à manger un peu plus de salade, un peu plus de crudité. Et les légumes crus apportent un peu plus d'acidité, donc plus de reflux. En hiver, par exemple, ça peut être plus les soupes qui peuvent aussi apporter plus de reflux. C'est en fonction de l'alimentation qu'on adapte en fonction de la saison qui peut plus ou moins donner des reflux plus ou moins importants. Donc il dit, moi je vous conseille de faire une cure de 15 jours, un comprimé tous les jours pendant 15 jours et vous arrêtez, voir si ça a calmé les reflux. Si ça revient, vous recommencez et vous réarrêtez. Ça ne l'a pas choqué, c'est pas quelque chose, je lui ai dit, ah mince. Il a dit, malheureusement, vous faites partie de ces 10% d'opérés, il va falloir toujours un petit peu surveiller, que ça n'apporte pas d'autres complications, mais ça ne l'a pas choqué. Et par rapport à mon évolution, ma vitalité et mon état de santé général, il était plutôt content. Il m'a dit, il n'y a pas de raison que je vous revoie, en tout cas pas dans l'immédiat, sauf s'il y a un autre problème, bien sûr, je serai toujours à votre écoute. Ça c'est super sympa, vraiment, j'ai un chirurgien, pour tous ceux qui voudraient savoir d'ailleurs vers quel chirurgien j'ai été opérée à Dijon pour mon bypass, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou éventuellement sur les réseaux si vous me suivez pas, Céline Sleeve, Instagram, Facebook, un message privé, je vous le donnerai, mais en tout cas il est exceptionnel, il répond très vite et donc là lui m'a dit il n'y a pas de raison qu'on se revoie sauf s'il y a un problème particulier et si vous en devez passer par une autre chirurgie, ce qu'il ne me souhaite pas bien entendu. Donc ce rendez-vous auprès de mon chirurgien à 6 mois a été plutôt très positif et n'a pas duré très longtemps au final puisque à part ces problèmes de reflux, il n'y a rien eu d'autre à évoquer. Ensuite, j'ai donc enchaîné sur la fin du mois d'avril avec le bilan auprès du docteur Gauthier, le médecin nutritionniste qui me suit depuis la sleeve gastrectomie en 2016. Pour ça, j'ai énormément de chance. J'ai la même équipe qui me suit depuis 2016, donc qui a aussi tous les anciens bilans sanguins, toutes les anciennes impédances métrie. C'est dans mon dossier médical et ça c'est plutôt cool parce qu'il voit toute mon évolution depuis la sleeve et j'ai énormément de chance d'avoir finalement la même équipe qui est, je peux le dire, relativement sérieuse par rapport au suivi. Alors l'équipe est sérieuse, mais pourquoi elle est sérieuse? Parce que je suis une patiente sans me vanter. J'essaye de vous donner le bon exemple. Je suis une patiente sérieuse parce que j'ai toujours fait mon suivi et même encore, vous voyez, à 7 ans de sleeve, j'ai toujours continué tous les ans minimum à faire un bilan sanguin. Dès qu'il y avait le moindre problème, j'ai tout de suite pris rendez-vous. Je n'ai jamais lâché, même avec la reprise de poids que j'avais eu avec la grossesse. Voilà. Alors après, vous allez me dire, c'est facile Céline, il y a eu aussi ce problème de bypass, donc
Donc forcément maintenant le suivi est relancé, etc. Mais le suivi n'a jamais été interrompu. C'est ça que je veux vous dire aussi. J'aurais pas eu ce problème de torsion de l'estomac, j'aurais quand même à l'heure actuelle, en 2023, continué à avoir le médecin nutritionniste qui me suit, à faire le point tous les ans avec un bilan sanguin pour voir où j'en suis au niveau des carences, des vitamines, de l'évolution, peut-être de la reprise de poids, où est-ce que j'en suis, même psychologiquement, comment je vais, comment je me sens à 7 ans post-sleeve. C'est super important quand on vous dit que le suivi, il est à vie, il est à vie. C'est pas juste des mots en l'air pour vous dire il est important de se faire suivre les années après. J'insiste un petit peu sur ce point parce que je sais que j'ai certaines personnes qui me suivent et qui ont abandonné leur suivi parce qu'elles ont repris du poids, un petit peu, voire la totalité, qui se disent finalement ce suivi, cette chirurgie ne sert à rien. Si, continuez votre suivi, ne lâchez pas. Et d'autant plus si vous êtes dans cette fameuse période de reprise de poids et où vous prenez de plus en plus de distance par rapport à cette chirurgie. C'est là, au contraire, où vous avez la sensation de ne plus en avoir besoin et où vous voulez tourner la page d'un échec, que vous avez le plus besoin de ce suivi et que c'est là qu'il faut reprendre contact avec l'équipe qui vous suit. Pas forcément pour repartir sur une autre chirurgie, mais savoir comment vous allez et essayer de vous sortir de ce cercle vicieux et du coup de cet abandon de suivi. C'est très très important. Reprise de poids, par reprise de poids, vous avez été opéré d'une chirurgie bariatrique, votre anatomie a été modifiée, ça a des répercussions sur votre santé. C'est pas parce que vous avez repris du poids que la chirurgie elle n'est plus là. Il y a encore des conséquences. Et il faut vous faire suivre, ne serait-ce que pour ça. C'est pas parce que vous avez repris du poids que vous n'êtes pas en carence. Et ça n'est pas non plus parce que vous n'avez pas repris de poids, que tout va bien dans le meilleur des mondes, que finalement vous avez stabilisé, que tout va bien, qu'au niveau analyse sanguine, tout va bien aussi. Il est important de continuer le suivi à vie. Du moment où vous êtes passé par ce type de chirurgie, il faut vous contrôler régulièrement. Ça aura un impact tout au long de votre vie. C'est très important d'en prendre conscience. C'était le petit point leçon de morale de Céline. Oui, je sais, tiens, petit rappel, hydratation. J'ai repris aussi une bonne hydratation, je vous disais que ça pêchait, je crois que dans mon bilan des 3 mois post-op, que ça me créait des vomissements. J'en ai beaucoup moins à 6 mois. Pourquoi? Parce que j'ai repris la bonne habitude de boire. Et donc je ne couperai pas cette séquence rien que pour ça. Et donc j'en profite aussi également. Je ne peux toujours pas prendre des grandes gorgées parce qu'il y en a certaines qui me voient sur les réseaux boire quand je fais du sport, tout ça, qui me disent « Ah, j'ai l'impression que tu prends des grosses gorgées. » Oui, je peux prendre des grosses gorgées. Mais, voilà, je ne peux pas en prendre plusieurs à la suite. Je peux prendre des... Et encore, vous voyez, je parle en même temps, hein, faut pas. Désolée, du coup, c'est pas bien. Ne pas parler en même temps que vous buvez. J'ai toujours cette petite sensation de blocage. Il faut prendre le temps que ça descende. Donc, j'en reviens maintenant au rendez-vous que j'ai eu avec le médecin nutritionniste. Pour ce rendez-vous, j'ai dû passer un bilan sanguin complet et voir les résultats, ce qu'il en était, parce que j'étais quand même pas mal carencée aux 3 mois, ce qui est complètement normal à 3 mois d'un bypass d'être complètement carencé, enfin d'avoir tous vos taux qui dégringolent. Hein. Vous venez de vous faire opérer, c'est un petit peu, on va dire, les effets du bypass et surtout de la malabsorption, hein, bien sûr. Et en même temps, j'ai passé une impédance pétrie que je n'avais pas faite depuis que j'avais été opérée du bypass. Je l'avais faite avant d'être opérée, c'était je crois au mois d'août l'année dernière, ou peut-être même un peu avant, au mois d'avril. À mon rendez-vous annuel de la sleeve en fait, je crois. Donc je vais revenir avec vous précisément sur mon évolution au niveau des carences et de l'impédance métrie. En ce qui concerne les résultats du bilan sanguin, c'est juste super, parce que je peux vous dire qu'à 6 mois post-op, je n'ai plus aucune carence. Alors parfois je suis un petit peu à la limite basse, mais je n'ai plus aucune carence. Tous mes taux sont remontés à 6 mois post-op. Suite à la mise en place de toutes les vitamines que j'ai prises régulièrement, ça s'est pas fait tout seul, ne croyez pas qu'à 6 mois post-op, le corps reprend les choses en main et que tout va mieux. Non, si mes taux sanguins sont remontés, c'est que j'ai été sérieuse, que j'ai pris mes vitamines régulièrement, que j'ai suivi scrupuleusement les posologies et l'ordonnance qu'on m'a donnée. Il n'y a pas de miracle, ça s'est pas fait tout seul.
Et donc je peux vous dire, j'ai les résultats du coup de mes analyses sanguines, notamment au niveau des vitamines. Je vous les mets là, je ferai peut-être une capture d'écran, notamment la vitamine A et la vitamine E. Et ben vous voyez, et en plus c'est bien parce que vous voyez tout le suivi depuis 2018, hein, vous voyez que je suis remontée à un taux de vitamine A, taux auquel j'étais en juillet 2019. Et également, de même, je commence à remonter au niveau de la vitamine E. Donc là, on n'est pas au taux de 2019, mais même en 2019, apparemment, si je vois les valeurs de référence, il était un peu haut. Mais je commence à remonter. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Le reste est normal, je vais pas vous faire un détail de tout non plus, hein. Le potassium, l'urée, la créatine, tout ça, il n'y a pas de problème. Le magnésium, le calcium, le phosphore, tout ça s'est remonté, mais il y avait surtout un taux qui nous avait un petit peu inquiété avec le médecin nutritionniste aux 3 mois post-op, c'était au niveau de mon fer. Là, j'étais donc en dessous, hein, vraiment des références au niveau du fer. Et donc là, le médecin commençait un petit peu à s'inquiéter et c'est ce qui expliquait notamment ma grande fatigue à 3 mois post-op. Et donc là, malgré les inconvénients, alors quand je parle d'inconvénients, je parle des inconvénients que peut avoir une supplémentation en fer au niveau des troubles intestinaux. Vous savez, ça peut faire mal aux intestins, ça peut vous apporter des diarrhées, des ballonnements. J'ai continué à prendre 2 comprimés par jour malgré les inconvénients. Tous les jours, ça a payé, mon taux de fer est remonté à 20,3, sachant qu'il faut qu'il soit entre 10,7 et 32,2 au niveau des taux de référence. Donc je ne fais plus de carence en fer et ça, le médecin nutritionniste était vraiment super content parce qu'il m'a dit les gens, et notamment les femmes bypassées à cause des règles, tout ça, et du fait qu'on soit écœuré au niveau de la viande, on mange nettement moins de viande et la viande est un très bon apport au niveau du fer, donc ça accentue ce genre de carence, les femmes on y est plus sujettes et c'est un petit peu la bête noire de tous les bypassés. Donc quand le médecin nutritionniste a vu mes résultats, il m'a dit c'est juste super et ce qui explique pourquoi vous vous sentez mieux et que vous êtes moins fatigué. C'est pas juste que vous retrouvez ou que vous vous habituez au bypass, c'est parce que surtout votre taux en fer est remonté. Pourquoi j'insiste sur le taux en fer et les bypass? Parce que je pense que beaucoup trop d'opérés, je le vois sur les réseaux sociaux, minimisent ces carences, minimisent l'importance que ça a sur votre santé. Je vois trop encore de personnes qui se disent ouais, c'est pas si important. C'est ultra important. Les vitamines, le fer, c'est ultra important pour votre santé et ça peut réellement avoir des impacts gravissimes sur votre santé si vous faites des carences. Et je vais revenir notamment sur le fer, je vais y insister, grâce à une abonnée qui me suit depuis longtemps, Stéphanie, si tu passes par là, un gros bisou, un gros coucou parce que c'est grâce à elle que j'ai pris conscience avec le médecin nutritionniste de l'importance du fer et des taux en fer pour tous les gens qui sont opérés ou pas d'ailleurs. Je vous mets son Instagram ici si vous êtes un petit peu plus curieux, Stéphanie Horta. Elle m'a donné l'autorisation de vous communiquer son nom. Pourquoi je vous parle de Stéphanie? Parce que Stéphanie, eh ben, elle a eu de gros problèmes de carence en fer et elle a minimisé cette fatigue. Stéphanie, elle n'a pas été bypassée. Stéphanie, elle est slivée depuis 3 ans. Et ça faisait quelques mois qu'elle ressentait une grosse fatigabilité à l'effort. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui court notamment. Alors elle fait beaucoup de courses, tout ça, non pas pour maintenir son poids, même si je pense que ça joue quand même un minimum. C'est un petit peu comme moi et mon aquabike et le sport que je mets en place, sa soupape de décompression, son petit moment à elle. Et donc Stéphanie, elle s'est rendue compte depuis quelques mois qu'elle fatiguait beaucoup plus, qu'elle était même obligée de s'arrêter et même ne serait-ce que pour elle à l'école chercher son fils, elle était obligée de s'asseoir. On était presque à la limite du malaise. Donc là, elle s'est dit, il faut peut-être quand même que je fasse un bilan sanguin, il y a peut-être un problème. Pour que je me fatigue autant comme ça, à 3 ans de sleeve, c'est qu'il y a peut-être quand même un souci. Elle décide donc de faire une analyse sanguine. Elle n'a pas le temps de rentrer chez elle, qu'elle reçoit un coup de fil du laboratoire en lui disant « Madame, il faut absolument que vous voyiez de toute urgence votre médecin. Vous faites une carence gravissime en fer. Je ne sais pas comment, à l'heure actuelle, vous êtes encore debout. Il est urgent que vous vous rendiez, je crois qu'ils lui ont dit d'aller aux urgences carrément. Elle me reprendra si c'est pas le cas. Elle a dû avoir une perfusion de fer, il me semble, en urgence. Et le médecin
lui a donc expliqué l'importance du fer et pourquoi il était si important qu'elle soit supplémentée. Donc je vous transmets l'information parce que je sais que vous êtes quand même quelques-uns à regarder mes bilans. Je me dis c'est l'occasion aussi de vous transmettre et peut-être de vous alerter. Pourquoi l'importance du fer? Parce que c'est le fer qui véhicule l'hémoglobine jusqu'à votre cœur. En gros, au taux auquel était Stéphanie, elle était à la limite de faire une crise cardiaque. On n'est pas sur quelque chose, ouais c'est bon, c'est pas si grave. Vous pouvez mourir. Donc là, elle a eu très peur. Hein. Je peux vous dire que je pense que ces compléments en fer, elle les prend. Et surtout, elle m'a expliqué que depuis qu'elle a repris du fer, elle s'est jamais sentie aussi en forme. Elle a tout de suite senti la différence quand elle a recommencé à réaugmenter son taux en fer. Faites vraiment très très attention. Si vous vous sentez fatigué, que le moindre petit geste ou le petit effort au quotidien, vous vous dites c'est pas possible, je suis fatiguée, je me sens essoufflée, pas bien, et que vous avez en plus, c'est vrai j'ai oublié de vous le dire, des envies un peu bizarres. Stéphanie aussi me disait, il y a un truc qui était bizarre, elle m'avait posé la question, moi j'arrête pas de sucer des glaçons. Et là on n'est pas sur juste l'expression, vraiment au sens propre du terme. Et apparemment quand on a des carences en fer, on a des envies alimentaires bizarres. Si vous avez des envies alimentaires bizarres, entre autres, l'envie de sucer des glaçons, ou ça en devient carrément une obsession. Hein. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas trop au niveau sanguin et c'est votre corps qui vous donne une alerte. Stéphanie, c'est aussi ça qui lui a mis la puce à l'oreille. Je me souviens qu'elle m'avait contacté, elle m'avait demandé, et j'ai pas eu le temps de le faire, honte à moi, est-ce que tu peux demander, Céline, à tes abonnés, s'il y a des personnes qui ont été comme moi, obsédées à vouloir absolument sucer des glaçons et qu'il y ait que ça qui les calme. C'est pas juste boire de l'eau, c'est pas un problème d'hydratation. C'était cette carence en fer qui lui donnait cette envie-là. C'est pourquoi j'insiste énormément sur ce sujet, parce que moi-même je n'étais pas au courant de l'importance du fer. Je ne savais pas que ça véhiculait l'hémoglobine jusqu'à notre cœur et que on prenait de graves risques de crise cardiaque, vraiment, si on avait des taux en fer trop bas. Non, 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 ne rigolez pas avec vos carences, c'est extrêmement important. Du coup j'ai chaud. C'est là où on sent qu'on est au mois de mai. Désolée, je me dénude. Ça fait un peu plage mon truc, hein, mais on s'en fout. Où est-ce que j'en étais? Donc, comme vous l'avez vu, au niveau de mon bilan sanguin, moi de mon côté, je suis plutôt ravie du coup de voir que je n'ai plus aucune carence. Et je le sens, je vais vous dire, c'est pas compliqué, je le sens aussi, parce que comme Stéphanie, le fait d'être complémentée en fer, je suis beaucoup plus en forme. Prenez bien vos vitamines et vos supplémentations si on vous en donne parce que vous en avez besoin. Parce que clairement ça joue sur votre état physique, sur votre forme, sur votre vitalité et ça vous permet de garder quand même une vie quotidienne relativement normale malgré tous les effets négatifs de ces chirurgies bariatriques. À ce rendez-vous-là, j'ai aussi parlé de mes problèmes de reflux avec le médecin nutritionniste parce qu'on abordait tous les points. Alors par contre lui, il a pas eu le même discours. Lui, le médecin nutritionniste, c'est lui qui suit, comme je vous disais, tous mes taux sanguins, etc. et tous les problèmes liés aux inconvénients du bypass comme de la sleeve à l'époque. Il m'a dit par rapport à tous ces problèmes de reflux, je préfère quand même que vous continuiez à prendre votre protecteur gastrique, non pas sous forme de cure comme a dit le chirurgien, vous les en prenez tous les jours pendant 15 jours, vous arrêtez, parce qu'à mon avis, quoi qu'il arrive, j'ai arrêté effectivement pendant 3-4 jours, à chaque fois malgré tout, mes reflux reviennent. Ça revient pas tout de suite, contrairement à la sleeve quand même, ça met un peu plus de temps, mais au bout de 3-4 jours, ça revient. Donc le médecin nutritionniste a fait la même conclusion que moi et me dit, bon là je pense que ce soit pas la bonne solution, moi ce que je vous propose, puisque ces reflux, je pense que vous les aurez tout le temps, c'est votre anatomie qui est faite ainsi, je vous propose quand même de prendre un protecteur gastrique, non pas en forme de cure pendant 15 jours et d'arrêter, mais tous les 2 jours. Donc je continue actuellement de prendre un protecteur gastrique parce que, je le reprécise encore, je fais partie de ces 10% d'opérés de bypass après une sleeve à continuer à avoir des reflux. Je prends un protecteur maintenant tous les 2 jours et ce sera probablement, malheureusement, à vie. Non, ces chirurgies ne sont pas sans répercussions et non, le bypass ne résout pas forcément automatiquement les problèmes de reflux. Donc ça, c'est déjà un premier point que j'ai abordé avec le médecin nutritionniste et le chirurgien. C'est pas le seul inconvénient qui me reste de mon côté par rapport au bypass. Je suis toujours sujette à l'heure actuelle à 6 mois post-op aux diarrhées. Alors certes, c'est quand même moins fréquent que ce que ça l'était il y a 3 mois, mais c'est quand même toujours un peu là. Je crois pas qu'il y ait de lien précis.
C'est peut-être parce que des fois je mange trop chaud, c'est peut-être parce que des fois je mange trop vite, mais ce n'est pas une raison bien précise qui me fait avoir des diarrhées à chaque fois. Je pense que c'est un ensemble de facteurs. Parfois le matin, je ne sais pas pourquoi, dès que je recommence à mettre en route mon système digestif, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Parfois il y a d'autres matins, ça se passe très bien. C'est très aléatoire. Parfois je pense qu'il y a quelque chose que j'ai mangé qui passe pas. Je vais aux toilettes, je remange exactement le même aliment 2 jours après, j'ai pas de problème. Donc c'est même pas lié à un aliment en particulier. La seule chose que j'ai en commun avec ces diarrhées, c'est forcément dans cette demi-heure-là. Quand je viens d'ingurgiter quelque chose, que ce soit liquide ou solide. Est-ce que c'est lié à une forme de dumping? Possible. Mais j'ai pas forcément la sensation de malaise qui va avec la diarrhée. Et quand je fais des dumpings, vous inquiétez pas, je vais revenir dessus par rapport à une question d'une abonnée que je vais me permettre d'y répondre aussi ici dans la vidéo. Quand je fais des dumpings, j'ai vraiment la sensation de malaise et il n'y a pas forcément la diarrhée qui va avec. Et quand j'ai cette sensation de diarrhée, j'ai pas forcément la malaise qui va avec un dumping. Donc je n'arrive pas trop encore à savoir quel est le facteur qui déclenche, à part le fait que ça n'arrive que dans la demi-heure après l'ingestion d'une boisson ou d'un aliment. Je suis en train de réfléchir au niveau de la diarrhée, ça peut m'arriver encore à 6 mois post-op, en moyenne 2 à 3 fois dans la semaine d'avoir des crises de diarrhée. Pour le médecin, quand même, à 6 mois post-op, il me dit que ça reste normal et pas trop. Il était un petit peu mitigé. Il m'a bien fait comprendre que tous les gens opérés de bypass ou de sleeve, ça n'est quand même pas normal au bout de quelques temps de continuer à avoir des diarrhées. Il faut surtout pas normaliser la diarrhée après les chirurgies bariatriques. Il me dit là on est quand même à 6 mois post-sleeve, vous avez peut-être encore une flore intestinale un peu sensible. On va se laisser le temps, surtout que c'est pas quelqu'un qui aime mettre en place des traitements. Mais il m'a dit si d'ici 6 mois, donc 1 an post-chirurgie, vous êtes encore sujette aux diarrhées, il faudra probablement instaurer un traitement. Alors quand il parle de traitement, lui il parle d'antibiotiques et de probiotiques. Alors au niveau des probiotiques, je vous arrête tout de suite au niveau de certains commentaires qui peuvent tomber, mais pourquoi t'en prends pas dès maintenant, etc. Ce seraient des probiotiques que mon médecin me prescrirait, que je ne peux trouver qu'avec une référence précise via internet. Associés à des antibiotiques. En général, quand vous continuez à avoir de la diarrhée avec des sels bien spécifiques. Désolée, je vais rentrer dans des détails un petit peu dégoûtants, mais on est là pour ça, hein. On parle de chirurgie, c'est quand même une... voilà, faut rentrer dans les détails. Si ce sont des sels qui collent, liquides mais pas trop, en forme un peu de bouse de vache, ce ne sont pas des sels très normales. On n'est pas sur de la diarrhée complète, on n'est pas sur des selles normales, on est un peu dans une sorte d'entre-deux et c'est vraiment ces diarrhées qui collent, qui flottent dans les toilettes. Je rentre dans les détails, hein, je vous le dis. Ça, c'est des diarrhées qui peuvent évoquer qu'il y a une petite bactérie qui a commencé à s'installer, qui est pas top et qui là va peut-être falloir, si ça passe pas tout seul, mettre en place des antibiotiques et ces fameux probiotiques pour remettre tout ça d'équerre et revenir à des selles normales. Parce qu'il me dit une chirurgie bariatrique, trop d'opérés pensent que c'est normal de continuer à avoir des diarrhées et des selles un peu bizarres. Non, ça n'est pas normal, encore une fois je le redis, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter si ça persiste à long terme. Donc pour l'instant j'ai pas de traitement, mais ça peut-être arriver si d'ici 6 mois je continue à encore ces problèmes-là. Je reviendrai avec vous sur tout ça si la question se pose. En tout cas je préfère quand même vous en parler parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir des problèmes de selles et que c'est un sujet un peu tabou, que ça vous met mal à l'aise. Je reviendrai aussi au niveau des flatulences, hein. Voilà. Ça me fait aussi revenir par rapport à lorsque vous êtes supplémenté au fer, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, vous le savez peut-être pas, si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas le savoir et donc du coup ça peut vous faire peur. Ça noircit vos selles quand vous prenez des compléments en fer. N'ayez pas peur en vous disant « Oh mon Dieu, j'ai des selles noires, ça y est, je saigne !» Non, non, non. Si vos selles sont d'une couleur un peu verdâtre, noire, grise, et si vous êtes supplémenté en fer, j'insiste sur ce fait-là, si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez des selles noires et que vous n'êtes pas supplémenté en fer, il y a un problème, consultez, vraiment. Mais si vous êtes supplémenté et que vous avez ces selles un peu verdâtres, grisâtres, noires, c'est la supplémentation en fer qui donne ces couleurs-là à vos selles. Donc, no panique, no stress. C'est normal. Donc pour en rester dans le sujet des diarrhées, selles, caca, hein, voilà, on y est, allons dedans à fond. J'ai pareil un abonné qui est revenu me voir en me posant des questions. Il me disait Céline, je préfère t'en parler à toi, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Depuis que j'ai été bypassée, j'ai pas mal de flatulences, de gaz,
de paix. Je me sens ballonnée, voilà, disons les mots, je pète et ça sent très mauvais. Est-ce que c'est ton cas? Oui. En tant que bypassée, je pète plus qu'avant. On peut pas être plus clair. Sliver, c'était pas le cas. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est spécifique au bypass. Et d'ailleurs, c'est assez embêtant parce que parfois, je les sens pas venir. Donc parfois, il y a le petit prout, le petit pout. Ah mince! Et celui-là, il est à rigueur. C'est pas forcément ce qui est le plus gênant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, les plus gênants, ce sont ceux limite qui ne s'entendent pas, mais que vous sentez passer quand même parce qu'ils vous brûlent les fesses. Oui, oui, je rentre dans les détails. Et ils ont une odeur terrible. Cette odeur-là, vous êtes nombreux à m'en avoir parlé et à m'avoir dit, mais est-ce que tu y es confronté? Parce que vraiment, ça me met mal à l'aise. Quand je suis avec mon conjoint, ça peut arriver quand je suis en famille. Oui, alors moi, il faut savoir que ce type de flatulence-là, qui sentent mauvais, je les ai en plus, et apparemment, c'est quelque chose de normal, mon médecin me l'a confirmé, en fin de journée, vous avez le ventre clairement gonflé, moi ça m'arrive régulièrement, ça peut être lié aux diarrhées aussi, avant d'avoir la diarrhée, vous avez ces flatulences là qui sont très malodorantes, c'est pas du tout agréable. Je sais qu'il existe du charbon, le fameux charbon de Belloc, je sais pas si ça marche ou pas, je vous avoue que moi je l'ai pas fait parce que heureusement, avec mon mari et dans le cadre de ma famille, ils sont plutôt compréhensifs, c'est pas un sujet trop tabou chez nous et on est assez à l'aise les uns avec les autres pour pouvoir, comment vous dire, subir les inconvénients qui viennent d'autres personnes, même dans le cadre de flatulence. Et donc cette fameuse odeur qui est pas du tout agréable, oui, depuis que je suis bypassée, ça m'arrive. Est-ce que c'est en lien avec ce que je mange? Encore une fois, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à faire le lien. Il y a juste un point commun que j'ai remarqué, et là par contre je suis désolée pour vous messieurs, ça ne peut pas vous concerner vous, ça ne concerne que les femmes. J'ai plus de flatulence quand je suis en période de règles. Est-ce que les hormones, le cycle hormonal joue là-dessus? Probablement. Déjà, j'ai le ventre plus gonflé de par la période du cycle. Quand je suis en période de règles, on a le ventre plus gonflé. L'utérus prenant peut-être plus de place. Je sais que ça joue aussi sur la tonicité de l'intestin. Ça ramollit un peu tout ça. Est-ce que du coup, ça mène à plus de flatulence? Et ça joue sur la flore intestinale qui fait que c'est un petit peu plus malodorant aussi. Mais je sais qu'en période de règles, je peux être plus sujet à ces flatulences-là et ça sent plus mauvais que à d'autres périodes du cycle. Ça, j'ai fait le lien entre bypass et cycle hormonal. N'hésitez pas à me laisser un message si vous aussi, en tant que femme, vous êtes sujette à plus de flatulence à cette période-là de votre cycle ou pas. Moi, en tout cas, c'est le cas. C'est le seul lien que j'ai trouvé. Ça ne m'empêche pas d'avoir des flatulences malodorantes à d'autres moments de mon cycle. Mais je sais que quand je suis réglée, je suis plus sujette. Peut-être à cause des ballonnements dus au cycle hormonal. Ça reste un sujet extrêmement tabou. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, même s'il y a certaines langues qui commencent à se délier. C'est pour ça que je vous en parle en toute transparence ici. Malheureusement, il va falloir prendre votre mal en patience, mais je pense que comme les diarrhées, je pense qu'à long terme, c'est peut-être quand même pas normal de continuer à avoir ça quelques années après de vous être fait opérer. Peut-être ne pas hésiter à en parler. Les médecins sont là pour ça. Et d'ailleurs, moi, par gêne, maintenant ça va mieux parce que j'en ai parlé avec quelques abonnés, je me rends compte que finalement on est tous foutus pareil, Enfin, faut arrêter quoi, on pète tous, c'est normal, c'est humain. Mais le premier à m'en avoir parlé, c'est mon médecin. C'est lui, la première fois, qui a mis des mots sur ça. Et c'est pas venu de moi tout seul. Et je pense qu'il est important qu'on en parle dans ces termes-là pour pas que vous ayez peur d'en parler aux gens qui vous suivent, aux médecins. Alors je dis pas d'en parler à votre famille, à votre copain, à vos copines si vous vous sentez pas capable. Mais n'ayez pas peur d'en parler au corps médical. Ils savent, ils sont au courant. Et d'ailleurs, je veux dire, c'est lui le premier qui a mis ça sur la table pour me faire sortir un peu les vers du nez et pour savoir exactement ce que moi je ressentais avec le bypass pour pouvoir m'orienter, m'aider et trouver des solutions à ça. Même si malheureusement au niveau des paix malodorants, il n'y en a pas trop. Voilà. C'est un symptôme, on va dire, que beaucoup d'opérés après les chirurgies ont et qui reste normal à quelques mois, voire quelques années post-op. Peut-être pas à plusieurs années, mais voilà, ça reste normal en tout cas après une chirurgie bariatrique et surtout le bypass. Et moi aussi, j'y suis sujette malgré mon maquillage, ma petite robe à faire ma jolie belle. Bon, parfois... l'odeur est en contradiction avec l'image. On va dire ça comme ça. Il va falloir expliquer ça, il va falloir que vous ayez parfois un entourage assez compréhensif. Et il faudra ouvrir de temps en temps la fenêtre dans la chambre conjugale
le soir. Voilà, donc voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau des inconvénients que j'ai toujours un petit peu, qui sont moins présents qu'il y a 3 mois, mais que j'ai toujours à 6 mois post-bypass. Durant ce rendez-vous auprès du médecin nutritionniste bien complet, j'ai passé aussi, et là on en vient à l'impédance-métrie. Qu'est-ce que l'impédance-métrie? L'impédance-métrie, c'est une balance qu'ont souvent les médecins nutritionnistes, surtout si vous êtes suivi dans le cadre de la chirurgie bariatrique, qui mesure non pas simplement votre poids, mais aussi toute votre composition corporelle, masse musculaire, masse graisseuse, masse osseuse, masse hydrique, l'eau dans votre corps, et qui permet de voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de votre perte de poids, mais pas juste perte de poids globale, perte de poids musculaire, perte de poids graisseuse. Vous vous doutez bien qu'en fonction de quelle masse vous perdez, ça a plus ou moins d'incidence sur votre santé. Si effectivement vous avez perdu beaucoup de poids, mais que finalement c'est plus du muscle que de la graisse, ben le bénéfice, il n'est pas là. Par contre, si vous avez perdu pas mal de graisse et que vous avez réussi à maintenir une bonne masse musculaire, là, banco, bravo, vous avez tout gagné. D'où l'intérêt de faire cette fameuse impédance-métrie, parce que ça permet vraiment de calculer et de voir exactement comment se compose votre corps et comment se placent aussi ces masses dans votre morphologie. Donc à l'occasion de ce rendez-vous, j'ai passé cette fameuse impédance-métrie. Donc par rapport à cette impédance-métrie, comme je vous disais, j'ai été juste super contente et le médecin a été super étonné parce que figurez-vous, grâce au fait que ce soit le même médecin nutritionniste qui me suit depuis la sleeve, depuis 2016, j'ai cette chance-là, il a pu faire la comparaison par rapport aux anciennes mesures. Et il était super étonné, il me dit c'est incroyable Céline, parce que vous avez exactement la même composition corporelle qu'en 2018. C'est-à-dire que j'ai exactement le même pourcentage de masse graisseuse, masse osseuse, masse musculaire et masse hydrique qu'en 2018, donc avant ma grossesse. Pour la faire simple, c'est comme si je n'avais pas vieilli depuis 5 ans. Donc autant vous dire que du haut de mes... Dans quelques jours, je vais avoir 41 ans. Oui, messieurs, dames. Donc du haut de mes 41 printemps, j'ai la même composition corporelle que mes 36-37 ans. C'est comme si même ma dernière grossesse n'avait eu aucun impact sur ma composition corporelle. Même le médecin nutritionniste était super étonné, mais dans le bon sens. Lui, il était super content parce que quand il a vu ça, il m'a dit c'est super rare et je crois que c'est la première fois que je vois ça. Vous avez retrouvé la même composition corporelle que vous aviez en 2018. Après le rebond pondéral, bien sûr, à mes 3 ans de sleeve en fait. Ça, c'est quand même une fierté, je suis très contente. Donc je pense très honnêtement que le fait d'avoir repris le sport et d'avoir repris le même sport, c'est-à-dire l'aquabiking que je faisais déjà en 2018, fait que même au niveau d'où se trouvent et d'où se répartissent les masses musculaires et les masses graisseuses dans mon corps sont exactement au même endroit. Il m'a bien dit, par exemple, au niveau graisse viscérale, vous n'avez plus rien du tout, comme en 2018. Également au niveau musculaire, vous n'êtes pas très musclé, d'ailleurs ça se voit, du haut. Vous n'êtes pas très musclé du haut, vous avez plus de masse musculaire en bas. Et alors tout n'est pas positif dans l'histoire, il y a beaucoup de positifs, on est d'accord. Par contre, cette impédance-métrie a montré que au niveau musculaire, j'ai très peu de muscles au niveau du haut de mon corps et au niveau de mon dos, je suis même en dessous de la normale. C'est-à-dire que là, il est temps que je muscle aussi mon dos parce que je prends des risques de me faire très mal et d'avoir des douleurs récurrentes au dos, ce qui est déjà le cas. J'ai mal au dos, mais à l'heure actuelle, ce n'est plus une question de surpoids, puisque j'ai toujours été sujette aux lombalgies. C'est parce que je suis très clairement plus assez musclée au niveau du dos et il va falloir vraiment que je travaille là-dessus, parce qu'il me dit vous avez un taux musculaire beaucoup trop faible, ce qui peut augmenter vos chances de risque de vous faire très mal au dos. Donc là, un des objectifs dans les prochains mois à venir, c'est de muscler vraiment le haut de mon corps, parce que très clairement, je ne le suis pas assez. Ma masse musculaire se concentre beaucoup sur le bas de mon corps, ce qui s'explique avec finalement l'activité physique que je fais, qui est l'aquabike. L'aquabike, c'est du vélo dans l'eau, ça sollicite forcément beaucoup plus le bas de mon corps que le haut de mon corps. Donc le médecin nutritionniste fait, c'est très bien, c'est-à-dire qu'on voit en plus les répercussions qu'a votre activité physique sur votre corps, parce que très clairement au niveau des jambes, des cuisses, des fesses, on voit que la masse musculaire elle se trouve essentiellement là et pas
sur le dessus. La conclusion par rapport à la masse musculaire, elle est là, il va falloir que je muscle le haut de mon corps. Pareil au niveau de la graisse corporelle, je n'ai presque aucune... Oh, ça, c'était incroyable. Au niveau de la graisse viscérale, quoi. Là, il a pu me dire aussi, par rapport à la dernière impédance métrique que j'ai faite avant le bypass, il avait été démontré que j'avais 3300 ml de graisse au niveau du ventre. Et là, à la dernière impédance métrique, il me restait 300 ml. Je suis passée de 3300 ml à 300 ml de graisse viscérale. C'est incroyable. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours des bonnes cuisses et des bonnes fesses, parce que finalement la perte de poids qu'a eu le bypass, c'est vraiment faite au niveau du haut de mon corps. Ça vaut pour la perte musculaire également, hein. C'est pas que la graisse qui est partie, hein. Donc du coup je vais revenir sur ma perte de poids globale, et avant d'y revenir dessus avec des graphiques plus précis sur la perte de poids depuis le bypass que je vais vous mettre ici, quand j'ai parlé de ce rendez-vous là et de ces résultats dont je vous ai fait part là tout de suite, notamment à ma collègue, M, si tu passes par là je te fais un gros bisou, elle avait l'air assez surprise que je lui dise que j'avais exactement la même composition corporelle qu'en 2018 en fait, et elle me dit pourtant je suis assez surprise parce que quand on voit sur ta dernière vidéo où j'essaye mes vêtements d'avant la grossesse, elle me dit on a l'impression qu'au niveau du ventre quand même t'es moins tonique, l'image ne rend pas pareil qu'avant ta grossesse. Donc là je préfère aussi préciser parce que c'est peut-être une réflexion que vous allez vous faire. Déjà la dernière vidéo que j'ai postée date du mois de février. Et moi, l'impédance métrique que j'ai passée date du mois d'avril. Et oui, là, on parle de ma composition corporelle interne avec l'impédance métrique. On parle pas de mon enveloppe corporelle externe. La peau est plus détendue, il y a moins d'élasticité parce que l'âge est là aussi. Il y a eu la grossesse, il y a eu encore une fois de plus une variation de poids. Donc automatiquement, oui, mon corps n'est pas le même qu'en 2018. Mais comme tout corps qui vieillit aussi. Forcément, la morphologie n'est pas la même. Il y a quand même 5 ans qui s'est passé avec une grossesse entre-temps. Je ne peux pas avoir exactement le même corps, la même silhouette qu'il y a 5 ans, même si au niveau composition corporelle, c'est à peu près les mêmes taux. Vous comprenez? Je préfère le préciser ici parce que c'est peut-être aussi une réflexion que vous allez vous faire. Les 5 ans, ils sont là quand même. Mais d'un point de vue santé générale, c'est comme ça qu'il faut le voir, état de santé, c'est comme si ça n'avait pas bougé, ça ne veut pas dire que morphologiquement et d'enveloppe externe, les 5 ans, ils sont pas là. Ça c'est sûr. Du coup, j'en viens à mon poids. Combien j'ai perdu donc à 6 mois? Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, je stagne entre 56 et 57 kilos. Très clairement, à 6 mois, ça y est, je pense être arrivée à mon poids de forme. Je suis descendue au mois d'avril à 56, même, allez, pour être précise à 55,9, et à l'heure actuelle là où je fais cette vidéo où je vous parle et qui est d'ailleurs le poids que vous allez voir ici sur les statistiques, je fais 57,1. Ça dépend, alors actuellement je suis en période de règles, ça joue forcément, mais j'oscille entre 56 et 57 kilos, et donc à 6 mois de post-bypass, j'ai perdu un peu plus de 12 kilos, ce qui est très bien, je suis très content. Comme je vous le disais, je ne m'attendais pas à perdre ce poids-là, surtout que le médecin nutritionniste m'avait dit que je perdrais plus au bout des 3 mois post-op. D'ailleurs, il était assez surpris quand je l'ai revu. Ah oui, d'accord, 57 kilos, bon bah c'est bien. Rassurez-moi Céline, vous voulez pas perdre plus? Je fais non, je suis très bien comme ça, je suis très contente. Moi je vous avoue, déjà d'avoir retrouvé mon poids d'avant grossesse, faut savoir que je faisais quand même 59 kilos avant que je tombe enceinte de mon petit dernier. Mon but était de retrouver ce poids-là que j'ai eu juste avant de tomber enceinte et après le rebond pondéral de la sleeve. Là j'oscille entre 56 et 57 kilos. Je suis extrêmement contente de la perte, même si pour certaines et certains qui me regardent ici, vous allez vous dire waouh, quand même c'est pas beaucoup. Encore une fois, une chirurgie de seconde intention, vous perdez moins. Même si vous faites une chirurgie de seconde intention pour perdre du poids, ce que je vous rappelle n'est pas mon cas puisque moi je l'ai fait suite à un problème de torsion de l'estomac qui est une complication de ma sleeve, qui n'était pas le fait d'une reprise de poids, c'était un problème médical. Mais si vous le faites pour un problème de reprise de poids clairement, vous perdrez moins qu'une chirurgie de première intention, ne l'oubliez jamais. Moins et moins vite.
Pourquoi? Parce que votre corps, il n'est pas bête, il connaît le processus, il l'a déjà vécu et il va mettre en place des systèmes de défense beaucoup plus rapidement que la première fois. Et notamment une résistance à la perte, et à laquelle je suis confrontée maintenant en stagnant à 6 mois post-op. Ce ralentissement de perte avait été le cas avec la sleeve à 6 mois post-op. C'est clair que les 6 premiers mois, c'est là en général où vous allez perdre le plus. Après, ça aura tendance à se ralentir beaucoup après une chirurgie de première intention et ça aura tendance à stagner, je pense, après une chirurgie de seconde intention. Il y a bien sûr des exceptions, je ne dis pas que j'ai la vérité, je dis par rapport à tout ce que les retours que j'ai eu d'abonnés, à ce que j'entends autour de moi. Ça fait quand même maintenant 7 ans que je côtoie entre guillemets ce monde-là de la chirurgie bariatrique et par rapport à tous les retours que j'ai, c'est un petit peu une moyenne qui revient le plus souvent. À 6 mois après une chirurgie de première intention, ça commence à se ralentir et ça commence à stagner à 6 mois post-op après une chirurgie de seconde intention, ce qui est complètement normal. Donc pour venir au niveau des graphiques par rapport à ma perte de poids, on va essayer d'y revenir vite fait. Que je puisse vous faire un résumé de ma perte depuis 6 mois. Donc j'ai commencé à un poids juste avant de me faire opérer au mois d'août à 69,8. Comme vous voyez, j'étais à 60, pas loin de 70 kg avant de me faire opérer. J'avais perdu un petit peu d'ailleurs avant et peu à peu j'ai descendu. Alors la moyenne de 61,8 et c'est la moyenne en tout depuis le mois d'août de l'année dernière. C'est pas le poids que je fais actuellement. Et vous voyez que j'ai baissé doucement, avec un petit palier en février, ça a rebaissé après au mois de mars-avril et là ça a tendance un petit peu à remonter, mais vous voyez bien quand même que sur le mois de février jusqu'au là au mois de mai, j'ai tendance quand même un petit peu à stagner à 56-57 kilos. C'est vraiment important que vous ayez conscience de ça. Ça reste une perte lente en ce qui me concerne, qui a perduré jusqu'au mois de mars à peu près. Alors la perte de poids c'est bien, mais ce qui est bien aussi c'est de voir votre masse musculaire. Et là vous pouvez voir qu'effectivement en termes de poids j'ai baissé, mais qu'en termes de fréquence musculaire, j'ai augmenté. Et ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Vous voyez que plus ça avance, plus il y a une perte de poids, plus la fréquence musculaire augmente. Et ça c'est une bonne chose. Ma masse musculaire aussi a tendance un petit peu à se stabiliser et même parfois un peu réduire, notamment là au mois de mai où j'avoue, je vous le cache pas, j'ai fait un petit peu moins de sport et je pense que ça commence à se ressentir sur la fréquence musculaire. Donc c'est à moi après de faire attention, mais je reste quand même dans une fréquence musculaire normale, qui n'est pas élevée non plus, mais qui n'est pas faible, et ça c'est plutôt une bonne chose parce que c'est très important de garder un minimum de masse musculaire quand on est dans une phase de perte de poids. Vous le savez, c'est très très important que ce soit la masse graisseuse qui s'en aille et pas forcément la masse musculaire. En ce qui concerne la masse graisseuse, du coup on va tout de suite aller voir, ça a aussi pas mal baissé. Donc la fréquence musculaire a augmenté, la graisse corporelle a diminué et bien sûr du moment où j'ai commencé à me stabiliser au niveau de mon poids, au niveau du mois de mars-avril, mais même, et ben ça s'est stabilisé, voire attention, ça peut augmenter aussi un petit peu l'importance de faire du sport, mais je reste quand même dans un pourcentage de graisse corporelle, je vais pas dire élevé, mais dans l'échelle haute quand même par rapport à bien sûr mon poids taille. Attention, je pense que très clairement le sport va être une donnée essentielle ainsi que l'alimentation pour pouvoir perdurer à essayer de faire baisser ce pourcentage de graisse corporelle qui n'est pas catastrophique mais qui reste quand même dans la fourchette haute au niveau de ma composition corporelle. C'est pas parce que vous perdez du poids que vous perdez de la graisse automatiquement ou que de la graisse. Il est très très important d'entretenir sa masse musculaire, surtout que votre corps résiste à la perte de poids. Et pour vous illustrer cette résistance, grâce à ma balance, je peux aussi vous montrer mon taux métabolique basal. C'est quoi? C'est votre métabolisme de base. C'est en moyenne les calories que vous devez dépenser tout simplement pour vivre, respirer, dormir. C'est pas les activités que vous rajoutez en plus dans votre journée. Là, mon taux métabolique, vous voyez, avant la chirurgie, il était de 1300, ce qui n'est franchement pas beaucoup, je vous le dis tout de suite. Un taux métabolique de 1301 calories n'est pas énorme, même pour une femme. C'est déjà un métabolisme de base qui est extrêmement bas. Pourquoi mon taux métabolique est extrêmement bas de base avant le bypass? Pas parce que j'ai déjà eu une chirurgie bariatrique, la sleeve. Donc mon corps est déjà devenu économe. Il n'y a pas eu que la sleeve. Il y a aussi eu tous les régimes restrictifs que j'ai fait depuis mon enfance avant la sleeve, qui a fait que mon corps est devenu économe. Et que donc,
pour éviter de me mettre en famine. Mon corps a réduit le nombre de calories que je devais ingérer durant la journée pour pouvoir ne serait-ce que vivre, respirer et dormir. Parce qu'il se défend en réduisant son métabolisme de base. Et ce qui confirme qu'il continue à enclencher ce processus après chaque restriction alimentaire, qu'elle soit due à des régimes ou des chirurgies bariatriques. Ça se voit tout de suite avec cette graphique. Je suis passée de 1301 calories par jour à 1257. Donc en gros, pour vivre, juste simplement vivre, respirer, dormir dans la journée, je dépense moins de calories que ce que je ne dépensais avant le bypass. Parce que mon corps a tout de suite mis en place un instinct de survie, il s'est mis en mode défense, il crée une résistance du coup à la perte de poids, encore plus que ce que je l'avais déjà créé jusque-là. Et c'est pourquoi la perte de poids instaurée par le bypass n'est pas acquise. Et c'est pourquoi la perte de poids instaurée par une chirurgie bariatrique n'est pas acquise sur le long terme, j'entends. Parce que votre corps, lui, met des mécanismes en place pour éviter que vous perdiez, pour que vous puissiez manger le minimum possible et continuer malgré tout à être en forme. C'est ce qui fait qu'après, vous reprenez du poids. Dès que vous allez remanger un petit peu plus, votre corps tout de suite, il va le stocker. Et il va pas l'utiliser puisqu'il a moins besoin d'énergie. Et c'est comme ça que vous reprenez vite du poids et que vous faites ces phases de yo-yo et que vous reprenez parfois même tout le poids que vous avez perdu avec la chirurgie bariatrique. Et c'est ce graphique-là, moi, qui me fait peur au final. Et c'est ce graphique-là, moi, qui me dit que non, Céline, tout n'est pas acquis. Parce que, encore une fois, le corps, il sait, il va se défendre. Le corps a une mémoire. Et ça, vous n'y pouvez rien. C'est vous battre contre des moulins à vent, de faire croire à votre corps que ça ne bougera pas. C'est pas être défaitiste, c'est juste être réaliste et avoir conscience de cela. Et surtout déculpabiliser. Ça n'est pas un manque de motivation, ça n'est pas une faiblesse, ça n'est pas un manque de volonté, la reprise de poids. C'est votre corps qui s'est défendu. C'est pas facile à admettre, mais c'est la réalité. Et ce n'est certainement pas un manque de motivation ou un manque de volonté comme certaines autres personnes voudraient vous faire croire. Ce graphique, qui me laisse quand même une certaine peur, n'est malgré tout pas anormal après une chirurgie. Il est normal que votre métabolisme de base se réduise après une chirurgie bariatrique et une perte de poids rapide. Votre corps marche normalement. Bienvenue, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Malheureusement, c'est ce qui fait qu'il peut y avoir reprise de poids après. Je reste quand même, par rapport à ce rendez-vous et par rapport à cette impédance-métrie, sur une note extrêmement positive. Maintenant, c'est à moi de maintenir une alimentation la plus équilibrée qui soit, tout en m'autorisant des plaisirs, de manger à ma faim et de ne pas créer de frustration pour surtout pas retomber dans des troubles du comportement alimentaire et dans des régimes restrictifs qui, on le sait, de toute manière ne mènent à rien, en continuant tout simplement à vivre aussi et en gardant une activité physique régulière pour maintenir une masse musculaire et éventuellement l'augmenter pour essayer de faire en sorte de recréer un métabolisme qui brûle les calories au lieu d'en faire des économies. Ce qui m'amène à un dernier point que j'ai abordé avec le médecin nutritionniste, c'est la reprise du sport. Et donc il me demandait ce que je faisais comme activité physique et il était très content de voir que je continuais très régulièrement l'aquabiking. Ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que j'en fais très régulièrement et encore je me filme pas à chaque fois, hein, c'est pas le but. Ceux qui me suivent savent que très régulièrement je fais de l'aquabiking 2 fois par semaine et j'ai en plus un vélo elliptique chez moi et j'essaye aussi d'en faire régulièrement, au moins 1 fois toutes les 2 semaines. Le but ultime serait de remettre en place 3 séances de sport par semaine, 2 séances d'aquabiking et 1 séance de vélo elliptique. Très clairement, je ne peux pas mettre pour l'instant en place plus de choses dans le cadre du sport de par mon rythme de vie professionnel et familial, mais ce que j'ai mis en place c'est déjà super et par rapport à ça le médecin nutritionniste d'ailleurs m'a félicité. La petite copie que je devrais revoir peut-être par rapport au sport, comme je vous le disais, c'est par rapport au fait que je ne suis pas assez musclée au niveau du haut de mon corps et notamment mon dos, et que là il va peut-être falloir que je revoie ma copie sur les différents exercices. L'aquabiking c'est bien mais ça ne muscle pas le
le haut de mon corps. Donc peut-être partir sur des exercices que je puisse faire à la maison de renforcement musculaire et travailler plus dans ces cas-là le haut de mon corps que le bas qui est déjà finalement assez sollicité avec l'aquabiking et le vélo elliptique. C'est peut-être la chose que je dois améliorer, mais c'est déjà selon le médecin qui me suit très bien ce que j'ai mis en place par rapport à l'activité physique et surtout que j'ai réussi à garder la motivation de faire les choses de manière extrêmement régulière malgré un rythme de vie qui est déjà relativement chargé dans mon quotidien. Ça, dernier point qu'on a abordé au niveau des cicatrices, je vous ai pas montré et je vais vous mettre là une petite vidéo que j'ai filmée dans le cadre des réseaux sociaux où vous voyez mon ventre et je pense que vous voyez mes cicatrices, donc ça vous fait un petit point sur 6 mois post-op. Je suis extrêmement contente parce qu'en début du bypass j'avais pas mal de boursouflures et aussi des sortes comme des bourrelets, des trous qui se créent au niveau des cicatrices à 1 mois post-op. J'avais un petit peu peur que ça reste et finalement c'est complètement parti comme vous pouvez le voir. Bon, elles sont encore un petit peu plus foncées, ce qui est normal à 6 mois post-op, elles vont s'éclaircir avec le temps comme ça l'a été pour la sleeve et elles sont pas du tout boursouflées, elles sont droites. Alors oui, après bien sûr il y a la peau du ventre qui est un petit peu distendue, un petit peu fripée, mais ça n'a rien à voir avec les cicatrices, c'est juste la perte de poids. Au niveau des cicatrices, j'en suis très contente et c'est pas ça qui me faisait le plus peur, ayant déjà passé par là avec la sleeve gastrectomie et la vésicule biliaire aussi qui m'a été enlevée bien avant les chirurgies bariatriques en 2010, ainsi aussi que ça je l'avais oublié, mais la salpingectomie que j'ai eue aussi en 2022, décidément en 2022, oui j'ai eu plusieurs chirurgies et après le bypass, donc au niveau cicatrices sur le ventre je suis rodée et c'est pas 5 cicatrices de plus qui m'ont fait peur et je sais personnellement qu'elles finiront par s'éclaircir avec le temps. J'avais beaucoup plus peur au niveau des boursouflures, ce qui n'est pas le cas, donc RAS, rien à dire, tout va bien à ce niveau là, j'ai aucun problème avec ça, donc tant mieux. Donc maintenant je vais aborder un point que j'ai pas encore abordé qui fait partie des derniers points avant de conclure cette vidéo, que je vais aborder par rapport à des questions qui m'ont été posées souvent et comme ça me permet d'aborder le sujet à travers ces questions là. Alors la première question qui m'est revenue d'une abonnée c'était: et maintenant au niveau du sucre, est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu fais souvent des dumpings? Car il y a des dumpings sucrés et les gras si je ne me trompe pas. Alors oui, je continue encore actuellement de faire quelques dumpings, c'est entièrement de ma faute, c'est pas des dumpings auxquels je m'attendais pas, entre guillemets. En général quand je mange trop sucré, comme tous les bypassés, oui, je fais des dumpings avec cette sensation de malaise, de bouffée de chaleur, de palpitation, et c'est toujours dans la demi-heure qui suit, en général, la prise alimentaire. Ça me le fait encore avec du sucre. Ne pensez pas que les bypass ne peuvent plus du tout manger de sucré. Peut-être quelques exceptions, encore une fois, je ne parle que de mon expérience bien entendu, mais en ce qui me concerne, je sais que ça choque certaines personnes. Oui, je peux manger sucré, ça passe. Par contre, je peux pas manger en quantité énorme. Si je mange trop sucré d'un seul coup, tout de suite, j'ai le dumping qui me rappelle à l'ordre. Je peux manger aussi autant sucré que quelqu'un de normal si je fractionne durant la journée, ça pose aucun souci. Mais par contre, si j'en mange trop d'un seul coup, tout de suite, oui, j'ai encore les dumpings. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre dumping sucré et dumping salé? Le dumping est forcément un taux de sucre qui arrive trop vite dans le sang. Ça n'est pas lié au gras. Les dumpings dits avec une prise alimentaire un peu trop grasse, cette sensation un peu de malaise, je dirais plus de dégoût, mais pas forcément de malaise ou de palpitation, tout ça, c'est un dégoût et en général, ça donne la diarrhée dans la demi-heure qui suit la prise alimentaire. Là, ce sont des dumpings liés à une alimentation trop riche et trop grasse. Moi ça, je n'appellerais pas ça des dumpings. Je sais faire la différence entre les vrais dumpings, cette sensation de malaise qui est vraiment due à une ingestion de sucre trop rapide, et l'alimentation trop riche et trop grasse qui me donne tout de suite, dans la demi-heure qui suit, mal de ventre et envie d'aller aux toilettes. Mais là j'ai pas forcément les palpitations ou les bouffées de chaleur et la sensation de malaise qui y sont liées, c'est plus des crampes intestinales qui arrivent très vite et de l'écœurement comme des nausées. Mais c'est pas le même type de mal-être. Et oui, j'y suis encore sujette, mais beaucoup moins que les premiers mois post-op, puisque j'ai appris à les gérer. Je commence un peu à dompter le côté un peu vicieux du bypass, qui fait qu'on a l'impression qu'on peut arriver à manger un peu plus en quantité certaines choses, et même parfois
parfois le sucré, mais que les effets secondaires n'apparaissent pas tout de suite contrairement à la sleeve. Et donc du coup je sais que, attention, si tu manges ce bonbon là de trop, ça va peut-être te faire bizarre. Donc ça m'arrive de moins en moins souvent parce que je fais de plus en plus attention à ma manière de manger et au niveau de la quantité. Une autre question du coup, et ça concerne aussi un petit peu la prise alimentaire, quel est ton ressenti quant aux quantités que l'on peut manger avec le bypass? C'est quelqu'un qui a été aussi opéré récemment d'un bypass et qui est un petit peu perplexe parce qu'elle n'a aucun trop plein, aucune notion de la quantité possible. Est-ce que ça te parle ou ton expérience est totalement différente? Idem pour les envies, aucune après la sleeve, là tout est tentant bizarrement avec le bypass. J'ai envie de sucre, j'ai envie de grignoter. Alors, mon ressenti par rapport aux quantités bypass sleeve, c'est pas du tout pareil. Ayant maintenant connu les deux chirurgies, je peux le dire, la sleeve et le bypass n'est pas du tout pareil au niveau de la prise alimentaire. J'ai été tout de suite extrêmement surprise, et vous le voyez d'ailleurs dans mes vlogs que j'ai tournés le jour de l'intervention du bypass et les jours qu'on suivi, de pouvoir manger aussi facilement. Alors pouvoir manger, je ne parle même pas en termes de quantité, les quantités restant quand même assez limitées, mais que ça puisse passer aussi bien sans blocage en fait. Le problème du bypass, contrairement à la sleeve, c'est que le blocage, il n'arrive pas tout de suite avec le bypass. La sleeve, vous avez la cuillère en trop, vous le savez tout de suite avec la douleur qui y est associée. Cette sensation de blocage net. Le bypass, ça va être une sensation un peu de malaise, d'écœurement, qui va venir peut-être 5-10 minutes après l'ingestion de la cuillère en trop. Et là, vous vous dites, j'aurais pas dû la manger celle-là. C'est beaucoup plus dur de se familier avec les sensations alimentaires qui sont beaucoup moins nettes. Il va falloir être beaucoup plus concentré sur vos sensations à l'intérieur de votre ventre au niveau de l'estomac, parce qu'autant la sleeve où c'était tout de suite très précis, le bypass c'est beaucoup plus flou, ça arrive beaucoup plus doucement. Oui, j'ai eu l'impression de manger mieux après le bypass qu'après la sleeve, peut-être plus en quantité aussi, oui. Donc ça, je pense que tous les gens bypassés vous diront la même chose pour ceux qui connaissent la différence, surtout après une sleeve. Moi, j'ai trouvé que je pouvais manger plus. Les envies de sucre, les envies de grignotage, j'ai très vite été tentée. Et j'ai toujours été sujette au grignotage et au sucre, même avant de me faire opérer. Donc je pense que ça, c'est plutôt dans ma nature. Je sais pas si le bypass accentuerait ça. Par contre, comme je le disais encore à la question précédente, le bypass n'enlève pas l'envie de sucre. Il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui croient ça. Non, moi j'ai toujours envie de sucre. Et parfois, je suis beaucoup plus écœurée par la prise alimentaire salée. Je suis beaucoup plus vite rassasiée quand je mange salé que quand je mange sucré. Récemment, avec ma collègue, nous avons mangé ensemble à midi, j'avais plus faim. Par contre, tu me proposes un chocolat, un bonbon, une petite glace pour la note sucrée, je la mangerai. La différence, elle est là. Avec la sleeve, c'était direct, on avait la sensation de blocage, vous savez que plus rien ne passait. Avec le bypass, j'ai aussi cette sensation, pas de blocage, je veux dire, mais vraiment d'écœurement, comme si vous aviez mangé un repas gargantuesque. Sauf que la petite note sucrée, elle sera encore passée par gourmandise. Ça, c'est une des différences. Par contre, par rapport à la sleeve où j'en étais repartie un petit peu dans les grignotages, je vous en parle dans mes bilans précédents, là le grignotage peut être vite arrêté par des dumpings. Si j'ai tendance à grignoter trop de choses sucrées, j'ai le dumping qui me rappelle à l'ordre. Mais ça n'empêche pas effectivement les grignotages et surtout cette fameuse en quantité, cette fameuse cuillère en trop qui est très très difficile à discerner avec le bypass, beaucoup plus que celle l'était avec la sleeve. Une autre question qui concerne encore les sensations alimentaires, la sensation de faim a-t-elle disparu avec le bypass? Si oui, quand est-ce qu'elle est revenue? Oui, j'ai été écœurée. J'ai pas eu la sensation de faim les premières semaines et les premiers mois après le bypass. Maintenant, c'est revenu. Et je dirais que la sensation de faim est revenue à 3-4 mois post-bypass. Donc oui, la sensation de faim est partie. Elle m'a été enlevée pendant un certain nombre de semaines, ça c'est sûr. Par contre, elle est revenue. J'ai toujours cette sensation de faim, même si elle me paraît un peu moins grande qu'avant, comparée avant l'intervention et quelques années après la sleeve. Oui, j'ai la sensation de faim, mais je vais pas sauter sur un plat de faim, contrairement à ce que je pouvais faire avec la sleeve, on sentait vraiment qu'il y avait un besoin d'énergie énorme. Non, mais la sensation de faim est quand même là, elle est revenue, je vous dis, au bout de 3 mois post-bypass. Donc voilà, par rapport aux questions sur mes sensations alimentaires et au niveau des repas, c'était quelque chose aussi que je voulais aborder dans ce bilan des 6 mois post-op. Où j'en suis d'ailleurs au niveau de ma prise alimentaire, parce que vous voyez, c'est quand même des questions qui reviennent souvent. Je continue toujours la prise alimentaire de 3 repas principaux par jour, minimum, ça c'est sûr, et une collation le plus possible à 16h. J'ai enlevé la collation du matin, je devrais peut-être pas. Dans le cadre de mon travail, je n'y pense pas. Je pourrais le prendre
prendre, hein. Je dis pas que mon travail m'interdit de faire des pauses, mais je n'y pense pas. C'est pas bien, hein. Je suis pris dans le rythme du quotidien et je bois souvent, comme vous l'avez vu, j'ai souvent ma bouteille à côté, donc j'ai moins besoin, j'ai moins souvent faim. Donc je prends pas plus de collation le matin. Parfois je peux grignoter des petits trucs, mais ça reste vraiment, je peux pas appeler ça une collation. Ce qui est sûr, c'est que j'essaie de maintenir celle de l'après-midi. Alors à chaque fois que je suis chez moi, oui, mais quand je suis encore une fois dans le cadre du travail, que je travaille les après-midi, non. C'est pareil, je vais grignoter peut-être quelques petits trucs, mais ce sera jamais une collation comme il faut, et d'ailleurs c'est bien le problème. Je pense que ça pêche un peu, surtout quand j'enchaîne avec une séance d'aquabiking, notamment le mardi soir et le jeudi soir. Après une journée de travail, je devrais prendre le temps de prendre une collation. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler, ça c'est évident. Je ne suis pas parfaite, hein, ça veut pas dire faites pas comme moi, prenez bien vos collations. Moi effectivement, j'arrive à trouver le temps d'y penser quand je suis à la maison, mais pas quand je suis dans le cadre du travail, ce qui me fait défaut surtout quand j'enchaîne avec mes séances de sport. C'est encore un travail sur lequel je dois évoluer et progresser sans aucun doute. En ce qui concerne les quantités, je vais manger un petit peu plus quand même qu'il y a 3 mois. C'est revenu à des quantités de ce que je mangeais avant le bypass. J'ai toujours quand même, et ça c'est un point commun avec la sleeve, plus la journée passe, plus j'arrive à manger facilement. C'est-à-dire que le midi, c'est en quantité, c'est encore assez réduit. J'arrive à manger en plus grande quantité le soir. Moi, je crois que ça s'explique tout simplement du fait que il y a eu toute la journée pour que le mécanisme digestif se mette en place. Et je pense qu'avec tout ce que j'ai bu durant la journée, le fait d'avoir bien rincé et d'avoir déjà mis en place depuis quelques heures la reprise d'une alimentation, fait que le soir, j'arrive à manger plus facilement que le matin ou le midi. Mais ça, c'était déjà le commun à la slim en fait. Donc il n'y a rien qui a tellement changé par rapport à ça. J'ai quand même maintenant plus de plaisir à manger, même si il perdure quelques petits aliments qui m'écœurent un peu plus, je me lasse un petit peu plus vite et je suis toujours aussi attirée, parce que je vous disais aussi dans les bilans des 3 mois post-op, par tout ce qui est croquant. Là on arrive, je vous dis, au printemps, le soleil revient d'ailleurs, il est revenu depuis tout à l'heure. Et avec cette saison, la printemps-été, on va repartir dans les petites salades, les crudités, tout ça. Alors certes, je prends le risque de reflux gastrique, mais en tout cas j'adore manger ce genre de choses, les choses qui croquent sous la dent. Je suis toujours très attirée par ça et mes goûts n'ont pas trop changé par rapport aux 3 mois post-op, hein. Voilà, toujours quelque chose de frais, de croquant, de croustillant, ça reste quand même mes péchés mignons. Je suis toujours aussi fan de chocolat aussi, hein, dumping ou pas, ça je crois que c'est ancré dans mon ADN. Je ne culpabilise pas du tout, je suis comme ça, j'aime ça, je vais pas m'en interdire. Parfois ça passe, parfois j'en abuse et je le paye avec la dumping, mais je me frustre plus et je vais pas culpabiliser, et c'est pour ça que je vous le dis sans aucun problème. Il m'arrive de manger mon petit carré de chocolat noisette. Je citerai pas la marque, mais voilà, et j'en suis toujours aussi fan, je ne suis pas écœurée du chocolat malgré le bypass. Je ne vois pas sur quoi d'autre je pourrais revenir. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. En fait, j'ai tellement de choses à vous dire, je devrais vous faire des vidéos beaucoup plus régulières, mais je vous avoue, et vous l'avez remarqué si vous me suivez sur les réseaux, que depuis quelques mois maintenant, mon travail a un peu évolué. Les enfants sont dans une période où ils me sollicitent aussi énormément, donc j'ai une vie assez chargée et c'est très compliqué pour moi de trouver du temps de m'appliquer plus sur les réseaux et sur YouTube. J'en suis fortement désolée parce que je sais que vous étiez nombreux en attente de ça et je vous ai plus ou moins promis un retour beaucoup plus régulier, ce qui n'est pas encore le cas, ce qui fait que j'ai beaucoup de choses à vous dire aussi. Sincèrement, j'y travaille, hein. J'essaie vraiment de travailler sur des vidéos plus courtes afin que vous puissiez en avoir de manière plus régulière. Je n'ai pas du tout abandonné l'affaire, c'est juste encore une fois, il faut que j'arrive à trouver le temps et le rythme, et je ne pensais pas que je serai encore autant sollicitée sur le mois d'avril-mai. En attendant, sur YouTube, je vous mets aussi tout ce que je publie un petit peu sur les réseaux en ce qui concerne la chirurgie bariatrique, que vous ayez quand même quelques petites vidéos comme ça en retour, surtout quand j'aborde des questions qui me sont posées par des abonnés et auxquelles j'ai pas forcément répondu en vidéo ici. Voilà, j'essaye de faire au mieux et vous revenir par la suite, après ce gros bilan qui est encore une grosse vidéo à venir, ça je le savais, sur des vidéos plus courtes avec des sujets vraiment plus particuliers, quitte à ce que j'aborde des questions afin que ça puisse vous faire un petit peu de contenu. Voilà, en attendant, moi ça m'a fait plaisir de vous tenir au courant de mon évolution parce que je vois que vous êtes quand même assez nombreux à me poser des questions et ça me touche beaucoup. Et j'en suis encore d'autant plus
ravie quand en plus c'est pour vous donner des nouvelles plutôt positives et rassurantes sur ce type de chirurgie et vous dire que là sur ce bilan des 6 mois post-bypass, des 7 ans de sleeve, une fois de plus je peux dire que je ne regrette en rien d'être passée par la chirurgie bariatrique, que ce soit la sleeve en 2016 malgré la complication du twist et le bypass là en 2022, mais je revis complètement. Je sais que sans ces chirurgies là je n'aurais pas été celle que je suis maintenant en face de vous là à l'heure actuelle, que ce soit d'un point de vue confiance en soi et assurance, hein, soyons honnêtes. Donc rien que pour ça je regrette absolument rien et je suis très contente que de mon côté tout se soit passé comme il faut. Après encore une fois c'est pas juste aussi une question de chance, hein, et la chance y fait un petit peu, mais il y a aussi beaucoup le suivi, la régularité, la discipline, hein, faut pas se leurrer, la chirurgie bariatrique n'est pas une chirurgie de facilité, ça demande des efforts alimentaires, ça demande des efforts sportifs qui impliquent de mettre en place une organisation qui peut sacrifier un petit peu de votre vie de famille. Faut vraiment que vous en preniez conscience si vous êtes maman par exemple ou papa. Oui, ça va inclure une discipline, une organisation qui fait que vous ne devrez pas y déroger si vous voulez maintenir les résultats sur le long terme. Ne croyez pas que la chirurgie fait tout, loin de là. C'est vous qui êtes maître de votre destin par rapport à ça, pas en totalité mais dans sa grande globalité, et ça il ne faut surtout pas l'oublier. C'est sur ces quelques mots que je vous laisse parce que là encore une fois j'ai un rendez-vous bientôt qui s'enchaîne et c'est bien ça m'oblige à du coup conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, encore une fois à vous abonner, à liker, à activer les notifications. En attendant je vous fais à tous de gros bisous, j'espère que vous allez bien et je vous dis à très vite, je l'espère vraiment dans une prochaine vidéo. Ciao.